c'est parmi les bases de toxicologie, la toxicité aiguë et chronique. On commence par définir un toxique. Un toxique est une substance capable de perturber le fonctionnement normal d'un organisme vivant. Ces derniers peuvent être classés selon plusieurs classifications. Parmi les plus importantes, c'est la classification selon la nature chimique ou bien la classification selon leur mécanisme d'action toxique. Bien sûr, il y a d'autres classifications, mais là, pour commencer, c'est les deux classifications les plus importantes. Donc, quand on dit nature chimique, euh, on peut, c'est-à-dire classer les toxiques selon leur nature chimique, comme par exemple les organophosphorés, les organochlorés ou bien les métaux lourds. Donc, les organophosphorés ou bien les organochlorés sont des pesticides. D'accord? Donc, les organochlorés sont des pesticides qui ont des caractéristiques تاعهم وحدهم. Ils sont abandonnés, entre parenthèses. Les organophosphorés sont des pesticides qui sont encore utilisés et qui peuvent... c'est les pesticides qui ont remplacé les organochlorés. Euh, voilà, il y a aussi les métaux lourds comme le plomb, le cadmium, le mercure, etc. Classification selon le mécanisme d'action toxique. Par exemple, les agents neurotoxiques, notamment les neurotoxiques utilisés en guerre, etc. Les agents cardiotoxiques, les agents hépatotoxiques, néphrotoxiques pour les reins, etc. Donc là, c'est simple, c'est la définition d'un toxique et la classification des toxiques. On passe à la toxicité aiguë. Donc, la toxicité aiguë est le résultat d'une exposition unique sur moins de 24 heures. Donc, ça, c'est la définition simple de la toxicité aiguë. Après, il y a un petit détail. La toxicité aiguë fait deux types de toxicité. Donc, il y a la toxicité sur-aiguë ou bien la toxicité aiguë. La différence, la toxicité sur-aiguë, elle résulte d'une exposition unique sur une durée de moins de 24 heures. Cependant, la toxicité aiguë peut résulter soit d'une exposition unique ou multiple sur une durée de moins de 24 heures. Là, il y a une infinité d'exemples. Par exemple, le surdosage pardon, en médicaments, notamment le paracétamol, les plantes toxiques, surtout dans les milieux ruraux, etc., ou bien l'intoxication par les champignons toxiques. Donc, pour évaluer la toxicité aiguë, il y a plusieurs méthodes. Il y a les études épidémiologiques, les études expérimentales in vivo, les études expérimentales in vitro, la modélisation informatique, on appelle ça aussi les études in silico, ou bien les essais chez les volontaires. Donc, on va les voir une par une. Donc, on commence par les études épidémiologiques. C'est tout simplement l'exploitation des données statistiques obtenues après comparaison entre deux groupes d'individus. Et là, entre parenthèses, les études épidémiologiques peuvent être aussi obtenues par d'autres méthodes. C'est-à-dire, il n'y a pas que la comparaison entre deux groupes d'individus, mais celle-ci est la plus importante en toxicologie. La comparaison entre deux groupes d'individus, c'est celle qui nous intéresse particulièrement en toxicologie. Donc, bien sûr, leur avantage, c'est d'obtenir des données chez l'humain. Donc, c'est un grand avantage par rapport, par exemple, aux études in vivo ou bien in vitro et aussi de prédire le type de toxicité et de définir la relation entre l'exposition et la réponse
pour un toxique. Donc, les limites, c'est la difficulté de déterminer les doses d'exposition de la population, parce que les études épidémiologiques, c'est des études qui se font sur une population, et là, c'est très, très difficile de déterminer les vraies doses d'exposition de la population. Je vous donne un exemple, par exemple, des études épidémiologiques sur les perturbateurs endocriniens. Donc, comment peut-on définir les doses d'exposition de la population? Qu'il y a des gens qui utilisent des produits cosmétiques, qu'il y a des gens qui sont exposés à des perturbateurs endocriniens, carrément, c'est-à-dire l'eau, l'air, etc. Donc, c'est très difficile de déterminer les doses d'exposition. Donc, ça, c'est concernant les limites des études épidémiologiques. Pardon. Il y a aussi une autre limite, c'est le délai entre l'exposition et la survenue des effets. Au cours des études épidémiologiques, c'est très difficile de savoir avec certitude le délai entre l'exposition et la survenue des effets. Je vous donne le même exemple des perturbateurs endocriniens. Par exemple, il y a la survenue des effets, apparition, par exemple, d'un diabète de type 2, mais on ne pourra jamais savoir avec certitude pardon, et précision وقتاش بدات l'exposition لهذيك la personne au perturbateur endocrinien. Donc, كاين هاد les deux limites. Voilà. Et il y a aussi l'exemple des processus tumoraux. Voilà. Donc, concernant les études expérimentales in vivo, donc, c'est quoi d'abord les études expérimentales in vivo? C'est les tests pratiqués sur des animaux vivants. Donc, c'est des tests pratiqués pas sur les humains, mais sur des animaux. Voilà. Les plus utilisés, bien sûr, ce sont les rongeurs. Rongeurs, ça veut dire rats, souris, cobayes, etc. Et il y a aussi, dans quelques cas, l'utilisation des mammifères comme le chien, etc. Donc, concernant les avantages de ces derniers, c'est de déterminer la nature des effets toxiques résultants. Par exemple, on prend un rongeur, on applique la substance toxique. هيكون على بالنا, est-ce que l'effet تاعها, je sais pas, est cutané, local ou bien sur des organes internes, etc. Donc, on peut déterminer la nature des effets toxiques résultants. Un autre avantage, c'est d'établir la relation quantitative entre les niveaux d'exposition et les effets mesurés. Donc, on pourra bien sûr établir une relation quantitative par des formules qu'on va voir par la suite. Donc, les limites de ces méthodes in vivo, c'est bien sûr, vous l'avez deviné, les différences entre l'homme et l'animal. Donc, essayer une substance sur l'animal, ce n'est pas du tout la même chose dans tous les cas pour l'animal et l'humain. Il y a aussi le problème d'éthique parce que appliquer des substances irritantes ou toxiques sur des animaux, donc, ça engage forcément un problème d'éthique. D'où le concept des 3 R. C'est un concept très connu en toxicologie. Donc, où il y a la règle des 3 R ou bien le concept des 3 R, c'est la réduction, le raffinement et le remplacement des tests par des tests in vitro ou bien in silico. Voilà. Donc, on va voir comment se font les études in vivo. Donc, les études in vivo, on a parmi ces derniers la détermination de la dose minimale mortelle, la DMM, la détermination de la DL50, et on va voir l'exemple du test de Draize. Donc, commençons par la détermination de la dose minimale mortelle. Donc, c'est très simple. Donc, d'où son nom, c'est la dose minimale de la substance, capable de tuer, capable de causer la mort de l'animal,
Donc, هنا كاينة حاجة très importante. Donc, à condition qu'elle soit, c'est-à-dire qu'elle soit évaluée par l'administration par voie intraveineuse, lente et continue. Donc, ماشي كل chercheur يخدم كيما يحب on aura des DMM différentes. Donc, باش يكونوا les mêmes conditions, لازم هذيك la dose minimale de la substance soit administrée par voie intraveineuse lente et continue. Donc ça, c'est important. Donc la dose minimale mortelle aide à choisir les doses à tester pour la détermination de la DL50. Donc toujours, les études in vivo pour la toxicité aiguë, نبداو قبل بلا DMM, la dose minimale mortelle, puis on pourra passer à la DL50, la dose létale 50. Donc, la DMM aide à choisir les doses à tester pour la détermination de la DL50. Donc, c'est quoi la DL50? Donc, évidemment, c'est la dose de substance causant la mort de 50% de la population animale, d'où son nom, la DL50. Et là aussi, il y a une notion très importante, c'est que cette dernière doit être exprimée en milligrammes de substances toxiques par kilogramme de poids de l'animal. Donc là aussi, ماشي كل chercheur il l'exprime كيما يحب. Elle doit être exprimée voilà, de cette façon, milligrammes de substance par kilogramme de poids de l'animal, tout en mentionnant bien sûr l'animal utilisé et aussi la voie d'administration. Donc, voilà. Évidemment, plus la valeur de la DL50 est petite, plus la substance est toxique. Par exemple, euh, une toxine, la DL50 تاعها زعما 1 mg. Ça veut dire que 1 milligramme, par exemple, la DL50 تاعها 1 mg de substance par kilogramme de poids de l'animal. Ça veut dire qu'elle est extrêmement toxique. Mais qui نقولوا la DL50 تاع هاد la toxine ou la substance toxique est, je sais pas, 15 000 milligrammes par kilogramme de poids. Là, évidemment, معناتها لازم بزاف quantité باش دير باش on aura la mort de 50% de la population animale. Et là, ça veut dire que la substance étudiée n'est pas très toxique. Et là, il y a des chercheurs qui ont créé des échelles pour ça. On va les voir. Donc, d'abord, quels sont les avantages et limites de la DL50? Donc, les avantages, c'est la classification des produits chimiques selon leur toxicité. Donc, هذا واش كنا نهضروا. On pourra classer, نقولوا هاد la substance est extrêmement toxique, هاد la substance est moyennement toxique et l'autre est faiblement toxique. Et on pourra avoir une évaluation du danger en cas de surdosage. Donc, en cas de surdosage pardon, chez l'humain, نقدروا نعرفوا est-ce que on est devant un cas de danger ou pas. Voilà. Les limites, elle est influencée par plusieurs facteurs, donc les espèces animales utilisées, l'âge, le sexe, etc. Et ce n'est qu'une appréciation préliminaire. Et aussi, parmi les limites de la DL50, elle ne concerne que la mortalité. Donc, هنا نشوفوا برك on est en train de classer les substances à حساب leur toxicité et راح يكونوا عندنا des données que sur la mortalité. Donc, aucune donnée, aucune information sur les mécanismes d'action toxiques ou là, la nature des lésions. Donc, c'est la dose létale 50. Ça concerne que la mortalité. Voilà. Et aussi, les données obtenues ne préjugent pas de ce qui pourrait être observé chez l'homme parce que les études in vivo, toujours, il y a le problème de transposition et c'est pas toujours pareil entre animal et homme. Il y a aussi, bien sûr, le problème d'éthique. Donc, les études in vivo, que ce soit la toxicité aiguë, chronique, etc., toujours la même chose, les problèmes d'éthique. Donc, voilà, ça c'est un exemple sur les échelles de la DL50. Donc, il y a deux
échelles connues, c'est soit l'échelle de Hodge-Esterna, soit l'échelle de Gosling, Smith et Hodge. Donc, voilà, on commence par l'échelle de Hodge-Esterna. Donc, ils ont classé les substances en 6 catégories. Donc, voilà, dans 1 mg par kilogramme de poids. Là, on pourra dire que la substance est extrêmement toxique et راحوا حتى plus de 15 000 mg par kilogramme de poids. Donc, et ils ont qualifié la substance comme étant inoffensive. Voilà. L'échelle de Gosling, Smith et Hodge, c'est à peu près la même chose. Il y a 6 catégories qui est l'échelle de Hodge-Esterna. Il y a deux petites différences. La différence, برك le produit qu'ils ont qualifié comme extrêmement toxique ou bien super toxique, l'échelle de Hodge-Esterner كانت 1 mg par kilogramme. Donc, l'échelle de Gosling, Smith et Hodge, c'était moins de 5 mg par kilogramme. Sinon, les autres catégories, كامل, c'est les mêmes chiffres. Et il y a aussi une autre différence, c'est pas écrit ici. L'échelle de Hodge-Esterner, la substance toxique extrêmement toxique, elle est qualifiée par l'indice 1. Et l'autre échelle, l'échelle de Gosling, Smith et Hodge, c'est l'inverse. C'est la substance très peu toxique, il y a le chiffre ordinal 1. Et, euh, et ainsi de suite. Donc, la substance super toxique, il a le chiffre 6. C'est pas très important, c'est voilà, pour votre culture générale. Voilà, sinon, c'était les deux grandes échelles pour la classification selon la DL50. Donc, comment déterminer la DL50 précisément? Donc, il y a 3 types de méthodes. Il y a soit les méthodes graphiques, les méthodes semi-graphiques ou bien les méthodes de calcul. Donc, les méthodes graphiques, il y a deux barques, il n'y a que deux, je fais. Il y a la méthode de Trevon, bien la méthode de Bliss. Les méthodes semi-graphiques, donc, c'est la méthode de Litchfield et Wilcoxon. Et les méthodes de calcul, il y a trois, c'est-à-dire parmi les méthodes de détermination de la DL50, il y a les méthodes de calcul. Donc, on a la méthode de Miller et Tainter, la méthode de Carber et Berhans et la méthode de Lorck. Donc, on va les voir une par une. نبداو les méthodes graphiques. Donc, la méthode de Trevon, c'est-à-dire la plus simple. Donc, tout simplement, on va administrer des doses croissantes du produit à tester à tous les animaux du lot. Puis, on note tout simplement le pourcentage de mortalité. Donc, on va tracer, c'est-à-dire la courbe. Donc, on a le pourcentage de mortalité en fonction du logarithme de la dose. Donc, attention, mais pourcentage de mortalité en fonction de la dose. Donc, voilà, Monsieur Trévon, l'échelle qu'il a faite est une échelle logarithmique. Voilà. Parce que Lucan, on trace le pourcentage de mortalité directement en fonction de la dose, à une courbe ماشي كاع شابة ou inexploitable. Et on ne pourra pas l'exploiter vu qu'on est dans les méthodes graphiques. Donc, on est obligé à dessiner le pourcentage de mortalité en fonction du logarithme de la dose. Donc, bien sûr, la méthode de Trevon a des inconvénients et voilà, le nombre d'animaux sacrifiés très élevé, au minimum 30 selon Trevon. Donc, 30 c'est pas peu et en plus, euh, il mentionne au minimum 30, maqadar 50, 60, 100, etc. Donc, nombre d'animaux élevé. La méthode de Bliss, qui est en quelque sorte une correction, une amélioration de la méthode de Trevon. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a linéarisé la courbe de Trevon. Qui fait il a pu linéariser la courbe de Trevon. Donc, c'est simple. Donc, il a remplacé
Donc, بدل حاجة وحدة, il a remplacé le pourcentage de mortalité par les probis, donc par des unités appelées probis. Donc, Hadouma, il a fait son calcul pour que la courbe soit droite. Et il a gardé la même chose, c'est-à-dire Flotrax, il a gardé le logarithme de la dose. Voilà. Donc, on aura obtenu une courbe de Proby en fonction du logarithme de la dose et c'est une droite. C'est une méthode suffisamment précise. Cependant, c'est-à-dire l'inconvénient de cette méthode est que le tracé de la droite entraîne parfois des erreurs notables. Donc, les erreurs ne sont pas toujours négligeables. Et c'est pour ça que il y a d'autres chercheurs et ils ont développé d'autres méthodes. Donc, pour corriger cela. On passe aux méthodes semi-graphiques. Donc, celle qui nous intéresse, c'est la méthode de Litchfield et Wilcoxon. Donc, toujours, on a les probis en fonction du logarithme de la concentration. Et voilà, on a cette courbe par cette méthode semi-graphique qui est linéaire entre les probis 0,16 et 0,84. Et l'inconvénient de cette méthode, وشنو هو? L'inconvénient, c'est que les probis inférieurs à 0,16 ou bien supérieurs à 0,84, c'est-à-dire on ne peut pas vraiment exploiter les chiffres inférieurs à 0,16 ou bien à 0, ou bien supérieur à 0,84 car la courbe n'est pas euh, linéaire, n'est pas exploitable pour être les chiffres. Entre parenthèses, c'est-à-dire les méthodes exactes et toutes les équations qui font dessiner la courbe, vous n'êtes pas, c'est-à-dire censé les savoir par détail parce que ça fait beaucoup. Euh, En tout cas, il faut savoir les méthodes, il faut savoir le graphe هذاك باللي probi en fonction du logarithme de la concentration, etc. C'est-à-dire les informations euh, importantes. On passe aux méthodes de calcul. Donc, euh, les méthodes de calcul, on a trois méthodes. On a appliqué trois méthodes. Il y a la méthode de Miller et Tainter, la méthode de Karbar et Berhans et la méthode de Lorck. Donc, la première, elle ressemble beaucoup à la méthode de Bliss. Donc, la méthode de Miller et Tainter. Donc, quand on lit, c'est pratiquement la méthode de Bliss. Donc, cette méthode consiste à porter directement sur le papier le probi les pourcentages de mortalité exprimé en probi en fonction du logarithme de la dose. Donc, la différence, c'est que, voilà, Monsieur Miller et Tainter, c'est-à-dire, ils ont fait cette approche par calcul. Donc, la méthode de Bliss, c'est la même chose, mais il exploite le graphe. La méthode de Miller et Tainter, donc, euh, là, c'est-à-dire, il calcule la DS50 par une méthode de calcul. Voilà, tout simplement, machine le graphe qui m'a la méthode de Bliss. La méthode de Carber et Berhans, donc là, on a une formule. Voilà, c'est simple. La DL50, ils l'ont exprimée par cette formule. Donc, la DL100, donc c'est la dose qui tue 100% des animaux du lot, moins A multiplié par B. Donc, وشنو هو A ou B? A, c'est la différence entre deux doses successives et B, c'est la moyenne de mort entre deux doses successives. Donc, multiplié par le nombre moyen d'animaux par lot exprimé par n. Donc voilà. La méthode de l'ORC, aussi, c'est une méthode de calcul. Et là, Monsieur Lorc, il a exprimé la DL50 par la racine de D0 multiplié fois D100. Donc D0, c'est la dose la plus élevée qui n'entraîne pas de mortalité. Donc zéro mortalité, tout simplement. La D100, c'est la dose la plus faible qui donne une mortalité.
Donc, l'avantage de la méthode de l'orque est qu'elle sacrifie peu d'animaux, donc en max 13. Donc, vous avez vu la méthode de Trévent, c'était en minimum 30. Et là, on est 13 animaux en maximum, donc peu d'animaux, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est qu'elle manque d'exactitude, de reproductibilité et de fiabilité. Bien sûr, quand on travaille par un nombre réduit, on va certainement manquer de reproductibilité et d'exactitude. Donc, voilà. Donc ça, en gros, c'était les méthodes de détermination de la DL50. Donc, il m'a confirme des calculs, des tableaux, des chiffres. Donc, pour récapituler, les méthodes graphiques, c'était les méthodes de Trevor et Bliss. Les méthodes semi-graphiques, c'est celles de Litchfield et Wilcoxon. Et les méthodes de calcul, il y en a trois. La méthode de Miller et Tainter, la méthode de Carber et Berhans, bien la méthode de l'orgue. Voilà, donc qui fâche, on détermine la DS50, quel est le protocole. Donc la substance, il faut rassembler toutes les informations sur la substance. Structure, propriétés physico-chimiques, données toxicologiques, etc. Concernant l'animal, on aura besoin de deux espèces et aussi de sexe et aussi de deux, c'est-à-dire les jeunes et les âgés. Donc, on ne se fie pas une seule espèce. Et le nombre d'animaux, c'est 5 à 6 lots généralement, pas moins. Voilà, 5 à 6 lots euh, pour qu'on puisse tracer des courbes, etc. On pourra pas, entre parenthèses, tracer des courbes, RERB 4 points ou là 3 points. Donc, les au moins 5 6 points. Et c'est pour ça, le nombre d'animaux, on a en minimum 5 à 6 lots. Voilà. Pour faire des études solides. Donc, tous les animaux du même lot reçoivent la même dose, bien sûr, ماشي كل lot نعطوا له dose différente, sinon ça ne fera pas de sens. Et c'est-à-dire plus on utilise un nombre élevé d'animaux, plus on aura une amélioration de la précision de la DL50. Voilà. Et plus on diminue le rapport entre deux doses successives, pardon, plus on aura gagné et amélioré de précision. La voie d'administration, donc, on a deux voies, celle de l'exposition humaine, pas forcément la voie orale, hein. Donc, ça, c'est un exemple. L'essentiel, لازم يكون عندنا deux voies d'administration, donc celle de l'exposition humaine et aussi la voie parentérale qui nous assure une biodisponibilité totale. La dose, donc une gamme de 6 doses, kiff, 6 doses, donc pour qu'on puisse tracer une courbe au besoin. Donc on ne pourra pas utiliser que 3 doses ou bien 2 doses, ça ne sera pas possible. Donc une gamme de 6 doses ou plus. Voilà, les conditions d'habitat doivent être identiques, bin les lots, et les examens, les animaux sont observés pendant 14 jours, donc 2 semaines, et on observe tout, l'heure de la mort, les symptômes, et on fait les examens nécessaires sur les animaux morts. Voilà. Donc, le test de Draise, c'est le test d'irritation cutanée ou là oculaire. Voilà. Donc, le lapin utilisé est le lapin albinois généralement. Donc, c'est un test qui est utilisé en cosmétologie. Voilà. Qui consiste à évaluer un produit chimique sur la peau ou bien sur les muqueuses. Généralement, on utilise le lapin albinois afin d'évaluer l'innocuité dermatologique du produit toxique. Voilà. Donc, le protocole, c'est d'appliquer 0,5 millilitres ou bien 0,5 grammes de la substance testée sur l'œil ou la peau. Donc, qui m'a redit comme au début,
test de Drace كاين زوج soit test de Drace cutané ou la oculaire. Donc, on applique 0,5 millilitres ou bien 0,5 grammes de la substance soit sur l'œil, soit sur la peau d'un animal. لازم يكون l'animal هذا conscient. ما يكونش mort ولا مصروع ولا لازم يكون conscient et voilà, on pourra par la suite appliquer le produit. Bien sûr, on va laisser un certain temps à la substance pour agir. Donc, le temps avec شحال exactement, ça dépend de la substance étudiée. Et on va rechercher des signes d'érythème, d'œdème, rougeur, etc. sur la peau, ou bien écoulement, cécité, hémorragie, etc. sur l'œil. Voilà. Et bien sûr, les limites, c'est les problèmes d'éthique et la difficulté de transposition. Donc, on passe aux études expérimentales in vitro. Donc, c'est les plus rapides, ils sont plus rapides que les études in vivo. Ils sont moins chers et bien sûr, ils ne posent pas de problème d'extrapolation. Donc, moins cher parce que là, on va pas acheter des animaux, etc. Et il y aura pas le problème d'extrapolation et ils permettent une détermination plus précise des concentrations nocives. Donc, les concentrations sont calculées, les micro, c'est-à-dire c'est des microdoses, tout est bien calculé quand on travaille sur des études in vitro. Il n'y a pas la notion de biodisponibilité qui est de l'animal, parce que l'animal qui a une dose, il y a la biodisponibilité, les biotransformations, etc. Mais qu'est-ce le problème? Les études expérimentales in vitro, et c'est pour ça qui permettent une détermination plus précise des concentrations nocives. Voilà. Et bien sûr, elle supprime les problèmes d'éthique. Les limites, donc, les cellules en culture ne rendent pas compte vraiment de la complexité d'un organisme vivant et ils ne reflètent pas la réalité physiologique et elles ne permettent pas d'établir des corrélations précises entre forme et dose et toxicité. Par exemple, les comprimés. Ça qui compte dire, par exemple, des études expérimentales in vitro, on peut des comprimés comme de l'humain, parce que c'est des cultures cellulaires, donc c'est des doses appliquées directement. Donc, il y aura ce problème ne permettent pas d'établir des corrélations précises entre forme et dose et toxicité. Donc, où sont les études expérimentales in vitro, qui a une deux catégories. Donc, c'est les essais de cytotoxicité, ou bien les essais sur l'irritation et l'inflammation. Donc, les essais de toxicité, on a l'essai de coloration de rouge neutre, ou bien les lignées cellulaires cornéennes. Les essais sur l'irritation et l'inflammation, donc il y a une 5, les plus connus. On a l'ITEX, le test d'irritation oculaire, le test de diffusion de la garose, le HEadCam, qui est le test sur le embryonné, l'épiderme humain reconstitué, pardon, ou bien le microphysiomètre. Donc, نبداو les essais de cytotoxicité. Donc, on a l'essai de coloration de rouge neutre. Donc, tout simplement, on va appliquer la substance chimique irritante sur des cellules vivantes qui absorbent bien le colorant rouge neutre. Euh, voilà, donc les cellules mortes, la teinture s'échappe et il n'y aura pas, c'est-à-dire absorption du rouge neutre. Et voilà, si la substance chimique toxique va causer la mort des cellules, on aura échappement de la teinture du rouge neutre et on va évaluer ça par un spectrophotomètre. Voilà. Les lignées cellulaires cornéennes, donc on utilise les lignées CIRC, qui est une lignée de cellules cornéennes du lapin. On applique la substance toxique et on évalue la quantité nécessaire de la substance pour tuer 50% de ces derniers. Voilà. Donc, les essais sur l'irritation et l'inflammation, donc on a le ITEX, qui est l'essai de l'irritation oculaire.
Donc, c'est un test destiné à mesurer l'irritation oculaire. On utilise un gel protéinique clair qui devient vitreux lorsqu'il est en contact avec une substance irritante. Donc, on mesure le degré d'opacité par un spectrophotomètre. Voilà. Le test de diffusion de l'agarose, donc, la substance à tester. Voilà, on a la culture cellulaire qui est teintée en rouge neutre et qui est couverte par un gel d'agarose. Et il y a un filtre en dessous. On évalue après la propriété d'irritation de la substance en mesurant la zone de cellules mortes sous le papier filtre. Les cellules mortes ayant perdu la teinture du rouge neutre. Donc, c'est un test un peu plus compliqué que celui que le high-tex, mais ça reste simple. Donc, on a la substance à tester. On a les cellules colorées en rouge neutre, les cellules vivantes. On déroule le gel d'agarose et on applique la substance. La substance va diffuser au travers du gel d'agarose et si elle est toxique et irritante, elle va causer la mort des cellules et par conséquent la perte de la teinture rouge neutre qui va passer au travers du filtre et on pourra ensuite euh, mesurer la quantité de cette substance et par conséquent le pouvoir irritant de la substance. Donc l'épiderme humain reconstitué, donc on utilise une couche de peau humaine cultivée en laboratoire et on applique sur cette couche les substances toxiques à essayer et on va observer cette fois au microscope les dégâts au niveau membranaire ou bien on peut observer aussi la libération d'interleukines et l'inflammation. Donc, toujours les tests d'irritation et d'inflammation, on a le test sur le embryonné. Donc, on applique la substance à étudier pardon, sur le sac chorio-allantoïque voilà, sur un œuf embryonné. لازم يكون le embryonné. ما نقدروش نابليكيو هذا le test sur un œuf non embryonné. Voilà. وعلاه parce qu'on va appliquer la substance sur le sac chorio-allantoïque. Le microphysiomètre, هدايا, c'est un appareil qui m'appelle par exemple le spectrophotomètre, etc. Donc, il va mesurer, détecter et mesurer les changements dans le métabolisme cellulaire dû à un produit irritant qui induira des changements dans le pH, le fonctionnement des cellules, etc. Et ces derniers sont mesurés par le microphysiomètre. Donc, le microphysiomètre alternative au test de Dreis, qui est un test très atroce et qui pose des problèmes d'éthique. Donc, nous chauffons toujours la toxicité aiguë. Donc, on a d'autres moyens d'évaluation, c'est soit la modélisation informatique ou bien les études in silico. Donc, les études in silico, c'est des études qui utilisent des superordinateurs, des bases de données, etc. Et on fait ce qu'on appelle la recherche de similarité de la substance à étudier avec une autre substance toxique ou irritante. Voilà. Et il y a le superordinateur qui va analyser tout ça et qui va nous donner des données sur cette substance, sur la nouvelle substance. Les essais sur les sujets volontaires, donc là, il y a des humains sains, لازم يكونوا sains, ماشي عندهمش des maladies, etc., et volontaires et les protocoles doivent être évalués et acceptés d'un point de vue d'éthique. Donc là, c'est les meilleurs tests parce que on va étudier directement le comportement des substances toxiques dans l'organisme humain. Donc, ما عندناش هذاك problème de transposition ou là in silico, modèle informatique, etc.
Donc là, c'est les meilleures études quand elles sont possibles. Donc, on passe à la toxicité chronique. Donc, la toxicité chronique, c'est les effets délétères après une administration réitérée, pardon, à des doses multiples, non létales, pendant une longue période. Donc, c'est, euh, c'est sur des périodes supérieures à 3 mois. Voilà, elle peut être réversible ou bien irréversible. Donc, elle a deux mécanismes pardon, elle a deux mécanismes de toxicité chronique. On a le premier, le mécanisme par accumulation de doses. Le deuxième, par accumulation d'effets. Donc, par accumulation des doses, là, on a l'exemple des métaux lourds, le plomb, le cadmium, etc. Donc, la personne est exposée et كل خطرة عندها une accumulation de doses. Donc, comme qu'on voyait sur le graphe, donc, au début, il y aura un début d'altération biochimique et physiologique après une certaine accumulation. Voilà, après que la substance atteint une certaine concentration. Donc, le tracé noir, c'est la concentration de toxique et en jaune, c'est les effets. Donc, la substance arrête d'accumuler, le plomb, par exemple, qui a une certaine concentration. Donc, on aura le début des effets, le point A. Donc, la concentration B et le point A, c'est le début des altérations. Après, la substance peut continuer à s'accumuler, c'est-à-dire une concentration où on aura la mort de l'organisme. Donc, l'exemple des métaux lourds. L'accumulation des effets, donc l'exemple du N-hexane, par exemple, un solvant toxique. Donc, vous voyez sur le tracé de la courbe, la concentration est là ou tabat. La personne, à chaque fois, elle est exposée à ce solvant toxique, donc, mais qui sera éliminé. C'est-à-dire, la dose maïs t'accumule là, elle t'élimine. C'est l'effet qui s'accumule au fur et à mesure. Donc, l'effet aurait s'accumule là, حتى وين يلحقوا la mort de l'organisme. Donc, l'exemple de certains solvants toxiques, qui t'éliminent rapidement, mais l'effet تاعهم يقعد. Voilà. Donc, comme le benzène, par exemple, etc. Donc, l'étude de la toxicité chronique, on a soit des études générales ou bien des études spéciales. Les études générales, c'est soit تقريبا la même chose, le même principe que les études de la toxicité aiguë, les études in vivo, in vitro, l'enquête épidémiologique ou bien les tests in silico. On a la différence, vous voyez bien, donc ma cache les essais chez les volontaires. Donc c'est le titre qui manque, la toxicité chronique. وعلاه ما كاش les essais chez les volontaires qui مع la toxicité aiguë, كاين in vivo, كاين in vitro, كاين épidémiologique in silico. ما كاش les essais chez les volontaires parce que la toxicité est chronique. ما تقدرش تحكم ان فولونتير تقعد 30 سنه وانت تسيح عليه في لا سوبستانس حتى تشوف ولا يجيه الكونسير ولا لا لا. دونك ça se fait pas. دونك عندنا كو هاد الربعه ماشي كيما في la toxicité aiguë. Les études spéciales, عندنا ce qu'on appelle les études de CMR. Donc cancérogénèse, mutagénèse, reprotoxicité. CMR. Voilà. Donc, بداو les études générales. Donc, c'est ce qu'on a vu, la toxicité aiguë. Voilà. Donc, les mêmes avantages et inconvénients. Les études in vitro sont faciles, plus rapides, permettent d'étudier le mécanisme, de réduire le problème de transposition, etc. Les inconvénients, peu de rapport avec la clinique compte tenu de la complexité de l'organisme humain qui ne tient pas voilà, euh, c'est-à-dire ne tient pas compte de la réalité physiologique. Les tests in silico sont encore plus rapides que les tests in vitro, efficaces, etc. Il y en a une petite remarque. La génotoxicité, leur prédictivité n'est pas fiable. Donc,
pour la toxicité sur le génome humain, c'est difficile de la prédire réellement in silico. Et l'enquête épidémiologique, donc même chose qui marche dans la toxicité aiguë. Donc, comparaison de deux groupes d'individus, des sujets exposés avec des sujets non exposés. Donc, là, on commence par les études in vivo. Donc, avantages et inconvénients, je crois que c'est clair. Inconvénients, le problème d'éthique, la variation des résultats selon les espèces, les manifestations subjectives comme les nausées, etc. Donc, il y a certains trucs qui sont subjectifs. Les avantages, donc, voilà, on pourra déterminer le mécanisme d'action, si les effets sont réversibles ou pas, et on pourra déterminer bien sûr les effets toxiques et les organes cibles. Donc, وشنو هما les études in vivo voilà اللي نديروهم في la toxicité chronique. Donc, on doit déterminer les valeurs pardon, seuil. Donc, les valeurs seuil sont la DGA, l'OL et NOEL. DGA, c'est la dose journalière admissible, voilà, qui peut être consommée quotidiennement par l'humain au cours de sa vie entière, sans risque pour la santé. NOEL, c'est la dose maximale, donc la dose la plus élevée sans effet néfaste observable. L'OL, c'est la dose la plus faible avec un effet néfaste observable. Le protocole, donc la durée, évidemment, c'est plus de 3 mois parce que la toxicité chronique. La voie d'administration, c'est que la voie d'entrée, mais chez qui m'a fait la toxicité aiguë. La toxicité aiguë, si vous vous rappelez, c'était la voie d'entrée du toxique plus la voie intraveineuse. Donc, هنايا ما نسحقوش la voie intraveineuse parce qu'on n'est pas sur une voie d'urgence, ça a la toxicité chronique, donc sur une longue durée. Le nombre d'animaux, donc لازم autant de mâles et de femelles, plusieurs lots, en général 5 à 6. في الaigu, هنا il y a plusieurs, c'est plus. Voilà, parce qu'on a une longue durée, 5 à 6, صح يموتوا, mais ils ne vont pas tenir. Voilà, tout simplement, c'est plusieurs lots, ne vous encombrez pas trop avec les chiffres. Et on doit avoir aussi un lot témoin. Voilà, les espèces, deux espèces rongeurs et non rongeurs pour chaque étude. Donc, pour pouvoir étudier la toxicité chronique, les doses, on a trois doses, une dose forte, une dose faible et une dose intermédiaire. Et l'observation, on observe le tout, aspect, comportement, poids, etc. Donc, la génotoxicité, c'est la capacité d'une substance à porter atteinte à l'intégrité pardon, physique ou fonctionnelle du génome. Voilà, donc on va voir les mécanismes. Donc, les mutations, on a les mutations génomiques qui surviennent euh, voilà, sur la structure ou là, le nombre de chromosomes. Les mutations géniques, c'est des modifications de la molécule d'ADN à l'intérieur d'un même gène, mais sans modification de la structure ou du nombre de chromosomes. Donc, les conséquences de ces derniers, donc, on a la cellule somatique, la génotoxicité sur une cellule somatique va mener vers une tumeur maligne ou bénigne, et sur une cellule germinale, on aura un caractère transmis à la descendance. La cancérogénicité, donc, voilà, le cancer, c'est la prolifération anarchique et excessive de cellules anormales jusqu'à la formation d'une masse. Voilà. Et on pourra avoir la métastase par la suite, qui est la migration des cellules cancéreuses via les cellules sanguines, via les vaisseaux, pardon, sanguins et lymphatiques vers d'autres tissus. Donc, sur ce graphe, on a des cancérogènes. C'est un résumé du processus de cancérogénèse. Donc, soit on a des cancérogènes directs ou bien indirects qui ne deviendront cancérogènes qu'après activation métabolique. Donc, on aura par la suite des interactions avec l'ADN, des dommages primaires de l'ADN. Donc, on aura par la suite soit une apoptose qui est la mort cellulaire programmée, soit une réparation
de l'ADN, ou bien, dans le cas échéant, une réplication de l'ADN endommagé et voilà, mutation et tumeur. Voilà. Donc, Kane a de la classification CIRC qui est très importante en toxicologie. Donc, CIRC, c'est le Centre international de recherche sur le cancer, donc, qui a établi une classification des agents cancérogènes. Donc, on a le groupe 1, c'est les agents cancérogènes certains sur l'homme, comme l'amiante, par exemple, dans les anciens bâtiments, etc., le benzène, ou bien le cadmium, ou bien la fumée de tabac. Le groupe 2A, c'est les agents probablement cancérigènes, et le groupe 2B, c'est les agents cancérogènes possibles, ou bien c'est les agents pouvant être cancérogènes. Donc, groupe 2A, agents probablement cancérigènes comme les nitrites et les nitrates. Voilà, ou bien l'acrylamide. Le groupe 2B, les agents pouvant être cancérogènes ou bien autrement appelés les cancérogènes possibles, c'est par exemple le dioxyde de titane retrouvé dans certains dentifrices. Voilà. Le groupe 3, c'est des agents non classables quant à leur cancérogénicité pour l'être humain. Donc, le cirque هنا nous dit, mais la banache, il est cancérogène, non classable, comme le toluène ou bien la coumarine. Et le groupe 4, c'est les agents probablement non cancérogènes pour l'être humain, comme le caprolactam, qui est un intermédiaire de synthèse dans l'industrie du nylon et du plastique. Donc, l'étude de la génotoxicité en in vivo, in vitro, ma cache in silico, comme vous voyez, parce que si vous vous rappelez, in silico, c'est difficile, c'est-à-dire de déterminer la génotoxicité. C'est pas fiable. Donc, in vivo, on a, concernant le protocole, donc une durée de 24 mois en général. Pour certaines espèces, on peut descendre à 18 mois. L'animal, c'est couche en double, deux espèces, deux sexes et deux, jeunes et âgés. Dose, trois niveaux de dose faible, intermédiaire ou la moyenne est élevée. À deux, on a trois niveaux de dose. Le nombre d'animaux, donc, il est très élevé. Donc, c'est le plus élevé, les fenêtres de CAF, le cours. Mâle et femelle, au moins 50 par lot, plus le lot témoin, qui ne sera pas exposé au produit. Les avantages, donc, ce n'est pas seulement de détecter la tumeur ou bien l'hyperplasie, mais aussi de la décrire. Donc, de la décrire bénigne ou bien maligne, ainsi que les métastases. Les limites, donc vous l'avez deviné, c'est des tests très longs. On a vu que c'est 24 mois et pour certaines exceptions, on peut descendre à 18 mois. C'est des études évidemment coûteuses et l'interprétation est délicate. Mais ou interpréter et décrire l'hyperplasie, etc. Donc, les études de la génotoxicité in vitro. Donc là, c'est très important. Donc, on a deux tests très, très connus en toxicologie et très importants. Les HOMA, le test de mutation génique, on appelle ça le test DAMS ou bien mutatest, et le test d'aberration chromosomique. Donc, c'est le test des micronoyaux. Donc, c'est des tests très importants. Il faut les retenir. Donc, le test DAMS, ou bien appelé aussi mutatest. Donc, donc c'est simple. On utilise une souche de Salmonella typhi, donc mutée à de la souche. Salmonella, pardon, typhi histidine négative. Ça veut dire incapable de pousser en milieu, incapable de pousser un milieu ما فيش l'histidine, incapable de synthétiser l'histidine. هذه هي واش معناتها salmonella typhi HIS moins. Voilà. Donc, après, on applique, bon, c'est-à-dire, l'incubation témoin تاعنا une boîte de pétri, on applique le produit toxique, on déroule l'incubation avec l'application du produit attesté toxique. Donc, si
la souche هذيك devient HIS positif, si elle devient capable de pousser en milieu sans histidine, si elle devient capable de synthétiser l'histidine, donc là, on pourra estimer que c'est-à-dire la substance appliquée est génotoxique. Donc, ce test est facile. Donc, كيما شفتوا, c'est très facile. On a la souche de Salmonella typhi, pardon, après une mutation réverse, تولي لنا souche de Salmonella typhi capable de pousser en milieu sans histidine. Donc, ce test est peu coûteux, pardon, mais وشنو عنده un inconvénient, il est inutile en cas des substances à haute activité bactéricide. ما تقدرش tester une substance toxique bactéricide parce que لهم لك كاع les souches de Salmonella typhi, pardon. Donc, j'espère que c'est clair. Le test est très simple. Concernant le test des micronoyaux, le test d'aberration chromosomique, donc on observe bien sûr après application de la substance, de l'agent génotoxique à tester, les micronoyaux qui sont des faux noyaux dans le cytoplasme de cellules en interphase. Donc c'est important, mais si n'importe quelle phase, لازم, on fait l'observation en interphase. Donc, la présence de micronoyaux indique que la cellule a été exposée à un ou plusieurs agents génotoxiques. Donc, après, avec les agents génotoxiques, il y a des types. Il y a les clastogènes qui sont responsables des cassures simples ou double brin de l'ADN. Et les substances anogènes, c'est les substances altérant l'appareil mitotique. Ils diront une aneuploïdie, il y a une anomalie du nombre de chromosomes. Donc, voilà, j'espère que c'est clair. Les études de la reprotoxicité. Donc, la reprotoxicité, il ne faut pas la confondre avec la génotoxicité. D'accord, parce que la reprotoxicité, ما عندهاش علاقة مع la descendance, etc. C'est tout simplement les effets toxiques sur le système reproducteur masculin ou féminin. Voilà. Et l'induction d'effets néfastes non héréditaires. Donc, c'est seulement la toxicité sur le système reproducteur. Donc, on a deux mécanismes. On a soit une action directe sur le système reproducteur, donc la substance toxique directement liée à une toxicité sur le système reproducteur masculin ou féminin, ou là, une action indirecte en agissant sur le système nerveux autonome qui contrôle le système reproducteur. Voilà, donc on a quelques exemples sur des agents reprotoxiques. Donc, c'est soit les composés chimiques, le plomb, l'arsenic, le cadmium, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ce qu'on appelle les HAP, les alloalcanes, les éthers de glycol, les médicaments, bien sûr, les anticancéreux et antimitotiques, car voilà, ils affectent toutes les cellules à renouvellement rapide, ce qui est voilà, le cas de certaines cellules dans l'appareil reproducteur. Les perturbateurs endocriniens, donc c'est soit les mycotoxines comme les microœstrogènes, soit les pesticides, les agents plastifiants qui sont devenus problématiques ces dernières années, voilà, comme les phtalates, le bisphénol A, pardon, les POPs, etc. Les agents physiques, donc bien sûr, les radiations ionisantes et même les radiations non ionisantes ont des effets sur le système reproducteur. Et autres, bien sûr, le tabac est reprotoxique, c'est connu, donc l'alcool et aussi le cannabis. Donc, l'étude de la reprotoxicité in vivo ou bien in vitro. Donc, in vivo, l'animal de choix est le rat. Et là, dans ce cas particulier, on utilise un minimum de 20 femelles et de 10 mâles. Donc, c'est le plus les femelles que les mâles pour les études de reprotoxicité. Donc, on va voir euh, grosso modo pourquoi. Bien sûr, le groupe témoin, l'azam يكون.
et le produit doit être administré par la voie la plus proche de l'exposition humaine. Donc, les doses, on a dose faible, dose moyenne, dose élevée, et qu'il y a de la restriction. Donc, la dose la plus forte ne doit pas causer une mortalité supérieure à 10%. Et l'administration se fait chez le mâle pendant la période de spermatogénèse et chez la femelle pendant le développement de l'ovule et pendant la gestation et pendant la lactation. على بيها لازم منا un nombre élevé de femelles qui m'a chauffé le paragraphe. Voilà. Les effets sur la fertilité. Donc, on doit déterminer l'effet du produit administré avant, pendant et après l'accouplement et jusqu'à l'implantation de l'œuf. Donc, ça, c'est pour évaluer les effets sur la fertilité. Les effets sur le développement embryonnaire, qui fait évaluer, on doit déterminer l'effet sur les femelles gestantes pendant la période d'organogénèse. Voilà. Et les effets sur le développement pré- et postnatal, donc le produit, on observer les effets sur le développement pré- et postnatal, le produit est administré aux femelles gestantes pendant l'organogénèse et pendant la lactation pour étudier, c'est-à-dire le développement postnatal. Voilà. Donc, les études de la reprotoxicité in vitro, عندنا soit pour les mâles des cultures cellulaires, des cellules de Sertoli et des cellules de Leydig, donc pour évaluer la toxicité testiculaire chez les mâles, ou bien la culture d'ovaire carrément, l'ovaire, comme l'organe. On peut faire une culture et pour pouvoir ensuite étudier les sécrétions ovariennes. Il y a aussi les cultures de fragments de placenta pour l'étude de la reprotoxicité in vitro. Donc, les examens, on a soit l'examen général, donc on examine tout, l'autopsie, bien sûr. احنا كنا شفنا بلي la mortalité ne doit pas être supérieure à 10% pour les études de voilà, reprotoxicité in vivo. Et pour هادوك les animaux les motos, لازم نديروا لهم autopsie. L'analyse de spermatozoïdes, donc كلش, numération, morphologie, viabilité, etc. Examen de l'utérus, le tout, le nombre d'embryons, de fœtus vivants ou morts, le nombre d'implantations, le tout, voilà. Et l'examen des ovaires, on examine aussi le nombre de corps jaunes.